docteur Levé. Bonsoir à tous. Juste, on accueille avec nous le docteur Aurélien Péquignot, chirurgien bariatrique, le docteur Laurence Levé, chirurgien esthétique. Et nous sommes aussi accompagnés d'Éline, diététicienne, et de Sophie, psychologue. Donc, ces personnes travaillent ensemble dans le cadre de la prise en charge de la chirurgie bariatrique. Mais ce soir, la conférence est plutôt réservée à la partie réparatrice en chirurgie esthétique avec une présentation que va vous faire le docteur Levé. Vous aurez le loisir de poser vos questions, soit par le chat, soit sur des moments entrecoupés entre les présentations. N'hésitez pas. Je vais projeter votre présentation, Monsieur Péquignot, si vous le souhaitez. Oui, pas de problème, volontiers. Tout le monde voit notre écran? Moi, je le vois. C'est OK? À vous Ouais, de jouer. bon, merci beaucoup. Effectivement, comme l'a dit Madame Montel, je suis chirurgien viscéral, notamment en obésité, sur à la fois la clinique du Cambrésis, donc de Cambrai, mais aussi la clinique Vauban à Valenciennes. Alors simplement, bon, j'ai fait un petit topo, mais c'est juste pour, on va dire, en guise de trampoline et de tremplin surtout pour le docteur Levé. C'est vrai que la chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice fait partie intégrante, on va dire, du parcours de chirurgie de l'obésité. Mais c'est vrai que comme c'est vraiment à distance de l'acte chirurgical, le bariatrique en lui-même, c'est vrai qu'on a un peu tendance, on va dire, à l'occulter, notamment dans la prise en charge préopératoire. Prise en charge préopératoire qui est assez prépondérante, on va dire, et surtout qui prépare à tout ça. Donc moi, simplement, j'ai fait un petit topo qui se veut juste pour remettre un peu les idées en place, et donc avant, effectivement, de laisser place au docteur Levé qui elle, a toute sa place justement dans cette thématique ce soir. Alors, là, vous pouvez passer la diapo, s'il vous plaît. Alors simplement, l'obésité, c'est juste une petite diapo pour préciser les choses. En fait, en termes d'obésité, on parle, vous verrez en consultation, enfin probablement que vous avez l'habitude, de l'IMC, l'indice de masse corporelle, ou BMI version anglo-saxon. Et grosso modo, actuellement, les chiffres, c'est l'obésité se déclare lorsqu'on a un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré. Donc c'est simple, hein, vous prenez votre taille et votre poids, et puis vous obtenez ce chiffre. Alors, aujourd'hui, il existe différents types d'obésité en fonction de la gravité, donc en fonction de l'IMC, avec des obésités de classe 1 quand on est entre 30 et 35, et de classe 2 sévère entre 35 et 40, et voire morbide et massive quand on est supérieur ou égal à 40. Et ces chiffres auront toutes leurs importances parce que ce sont surtout eux qui vont juguler la décision de oui ou non pouvoir bénéficier, je dis bien bénéficier, non pas subir, d'une chirurgie de l'obésité. Ouais, diapo suivante. Alors, mon topo, je m'adresse aux gens qui… Je regarde, hein, je viens juste de sortir du blog, donc je viens juste d'arriver sur la visio. Je ne sais pas ce qui a été dit avant, mais si jamais des personnes veulent interagir, c'est avec grand plaisir. Il ne faut pas que ce soit un monologue de ma part. Donc simplement, en termes d'obésité, on vient juste de définir l'obésité en tant que telle. Il faut savoir que l'obésité, c'est une maladie. Jusqu'à récemment, il y a à peu près 5 ans, l'obésité est considérée comme un état. Alors, simplement, les gens étaient obèses ou pas obèses. Aujourd'hui, à juste titre, l'obésité est devenue une maladie, et c'est une maladie qui peut occasionner d'autres maladies par la suite. Les plus connus étant le diabète, l'hypertension, le cholestérol, l'apnée du sommeil, retentissement sur les os et les articulations, notamment au niveau du bas du dos, les genoux et les hanches, mais aussi d'autres comorbidités, la diapo suivante, et qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais ça peut occasionner aussi des troubles cardiaques avec des infarctus du cœur, des troubles du rythme. Ça peut favoriser la création de caillots au niveau des vaisseaux, des phlébites, des embolies pulmonaires. Au niveau hépatique, ça peut entraîner ce qu'on appelle des foies de stéatose hépatique, c'est-à-dire pour parler simplement des foies gras, et qui peuvent donner par la suite des cirrhoses. En termes de sexualité, ça peut entraîner des infertilités, des impuissances psychologiques, des syndromes dépressifs, de l'isolement social et professionnel. Et aussi, et ça il faut le savoir, il y a certains cancers qui sont hormonodépendants, mais aussi certains cancers qui sont liés intimement à l'obésité. Voilà. Alors, diapo suivante.
Donc justement, pour lutter contre cette obésité, qui est devenue un peu une thématique nationale, différents moyens de lutte ont été mis en place contre l'obésité. Et justement, le titre que j'ai mis, la moyen de lutte, il n'est pas anodin, c'est ce qui était encore utilisé il y a 10 ans. C'est-à-dire que quand on a, je sais pas, quand on a un diabète, quand on a une insuffisance rénale, on parle de traitement du diabète, on parle de traitement de l'insuffisance rénale. Il y a 10 ans, simplement, en France et en Europe, on parlait de lutter contre l'obésité. C'était pas, personne n'osait mettre le mot traitement en face de ce terme obésité. Donc simplement, différentes prises en charge ont été proposées au fil du temps, que ce soit d'abord des régimes seuls. Ensuite, il y a des modifications comportementales avec certains médicaments qui ont été prescrits, une activité physique complémentaire, mais surtout, et c'est avec le temps qu'on s'en est aperçu, c'est la chirurgie qui s'est vraiment imposée sur le devant de la scène. Ouais, la diapo suivante. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, c'est ce que je dis à tous les patients en consultation. En fait, c'est vraiment la prise en charge, elle est basée sur un trépied. C'est chirurgie, prise en charge diététique et activité physique. Et si on a un de ces trépieds qui manque, c'est comme une chaise. Si vous avez un pied qui manque, c'est complètement bancal. Et la chirurgie seule ne fait pas de miracle. La prise en charge diététique seule ne fait pas de miracle. Et l'activité physique seule ne fait pas de miracle. Vous en prenez que deux, il n'y aura pas de miracle. Pour avoir des miracles, des très bons résultats, aussi bien sur l'obésité que sur les maladies associées, il faut vraiment les trois de manière associée. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, les gens se sont mis à opérer un peu tous les patients obèses avec les avantages et inconvénients que ça pouvait occasionner. Donc, en 2009, ça n'a que 12 ans, mais en chirurgie et en médecine, 12 ans, c'est énorme. C'est un peu la préhistoire, 2009. Mais en tout cas, les recommandations ont été éditées en 2009. Actuellement, elles sont en cours de réécriture. Peut-être que ça évoluera. Mais en tout cas, ce sont sur ces recommandations-là qu'on se base actuellement pour justement prendre en charge chirurgicalement, je parle, l'obésité. Diapo suivante. Donc, il existe tout un cortège d'indications qu'il faut bien entendu respecter pour pouvoir bénéficier d'une chirurgie de l'obésité. Grosso modo, pour faire simple, ce sont les IMC supérieurs à 40 ou compris entre 35 et 40 avec des maladies associées, les maladies dont je vous ai parlé précédemment. Et ça, bien entendu, c'est après un échec d'une prise en charge médicale bien conduite et surtout, plus qu'un échec de prise en charge médicale, j'ai plus envie de dire, plus un accompagnement médical bien conduit qui doit être réalisé au préalable. Et ça, justement, à la clinique Vauban, on ne va pas non plus faire cocorico, mais quand les choses sont bien faites et bien construites, il faut savoir le dire. D'autant plus qu'il y a encore 2 ans, j'étais sur des structures autres. À Vauban, il y a vraiment un plateau, on va dire, préopératoire de la part des diététiciennes, des psychologues et des équipes qui sont vraiment coordonnées dans la prise en charge de l'obésité pour bien justement construire le socle qui sera vraiment indispensable pour pouvoir bénéficier de tous les avantages d'une perte de poids et d'une régression des maladies qui sont associées. Aussi bien préopératoire, mais après on le verra aussi, post-opératoire. Ça, c'est fondamental aussi. Diapo suivante. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y a tout un bilan préopératoire, grosso modo, pour faire un peu pour voir quel est le profil d'obésité, parce que comme il existe différents types d'interventions chirurgicales, on pourrait vous amener vers tel ou tel type d'intervention. Ouais. Diapo suivante. Diapo suivante toujours. Donc justement, les chirurgies, il faut distinguer 2 grands types, 2 grandes classes d'interventions chirurgicales. Il y a les chirurgies qui sont restrictives, où on diminue vos capacités à manger. Les chirurgies qui sont plutôt malabsorptives, où on crée des courts-circuits pour entraîner des malabsorptions, mais plutôt volontaires. Donc la chirurgie restrictive, ce sont on va dire les 2 plus grandes connues. L'anogastrique d'un point de vue historique, parce que c'est vraiment la première qui s'est implantée en Europe et aux États-Unis dans l'histoire bariatrique, donc dans l'histoire de la chirurgie de l'obésité. Et puis la sleeve gastrectomie. Et puis sur le côté malabsorptif, si vous devez en retenir qu'une, c'est celle aussi qui est connue, le bypass avec ses avantages et inconvénients. Le duodenal switch est beaucoup plus restreint. Il n'y a qu'un seul centre en France qui le propose, c'est sur Angers, et ça nécessite vraiment des équipes archi spécialisées, mais vraiment archi spécialisées dans le duodenal switch. Oui, diapo suivante. Donc simplement, là, les 3 petites diapos qui vont arriver, c'est juste pour vous présenter, on va dire un peu plus de manière synthétique, les grands types d'interventions chirurgicales. Alors l'anogastrique, comme je vous dis, d'un point de vue historique, c'est vraiment la première, avec des premières séries qui sont décrites surtout aux États-Unis dès les années 80, donc ça a quand même 42 ans à peu près, les anneaux. Aujourd'hui, clairement, pour être honnête, on enlève beaucoup plus d'anneaux qu'on en pose. C'est-à-dire qu'on est plus sur des ablations d'anneaux.
soit parce que ça c'est devenu inefficace avec le temps, soit parce qu'il y a des complications sur l'anneau, plus que sur des mises en place. Voilà. S'il vous plaît. Ouais. Ensuite, il y a la sleeve gastrectomie, qui est devenue un peu, on va dire, l'intervention prépondérante actuellement, où là, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment une chirurgie de restriction, c'est-à-dire qu'on enlève les 2/3, voire même les 3/4 du volume de l'estomac. Ça réduit de manière drastique le volume. Forcément, il y a un volume d'ingestat, un volume d'alimentation qui est moindre, et donc ça participe via ce biais à la perte pondérale. L'avantage de la sleeve gastrectomie, c'est que le circuit digestif, il est vraiment respecté et intègre, ce qui ne donne normalement, je dis bien normalement, pas de carence en vitamines ou en nutriments, contrairement aux diapos suivantes, s'il vous plaît, au bypass gastrique, qui là, pour le coup, on crée vraiment un court-circuit. C'est-à-dire que, pour faire simple, on coupe l'estomac en deux, on coupe l'intestin en deux, l'intestin du bas, on le monte sur l'estomac du haut, et ensuite les deux morceaux d'intestin, on les raccorde. Alors, il y a beaucoup de patients qui disent que ça fait un peu le tout à l'égout. Oui, non, je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas comment dire. Tout ça pour dire que c'est une chirurgie qui a des très très bons résultats, aussi bien que la sleeve, mais il faut être beaucoup plus vigilant sur les carences que ça peut occasionner, notamment les carences en vitamines, les carences en oligo-éléments, qui peuvent être assez délétères, notamment sur le plan neurologique. Donc derrière, forcément, il y a des compléments nutritionnels à prendre si nécessaire, et ça, c'est à vie. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Donc, tout ça pour dire que l'anneau sleeve bypass, 3 chirurgies complètement différentes, avec, on va dire, des degrés de lourdeur également différents et des degrés d'efficacité qui sont également différents. Alors, c'est sûr que l'anneau marche, on va dire, moins bien que la sleeve et le bypass, mais potentiellement donne un peu moins de complications en termes de gravité. Sleeve et bypass, ça marche très très bien avec effectivement un peu plus de complications. Mais aujourd'hui, qui se prennent très très bien en charge. Et quand je vous dis un peu plus de complications, ça reste relativement rare. C'est-à-dire que grosso modo, et ça a été calculé, la chirurgie les risques d'une chirurgie de l'obésité sont moindres que les risques que vous prenez quand vous prenez un avion pour aller à New York, par exemple. Voilà, pour rester simple et objectif. Diapo suivante. Donc ça, simplement, c'est les données du PMSI. Vous savez, quand nous, les chirurgiens, on pratique des actes chirurgicaux, on est obligé, on déclare à la sécurité sociale, et comme ça, la sécurité sociale, elle sait exactement ce qui se passe en France. C'est-à-dire que jour après jour, mois après mois et année après année, elle a une photo de ce qui se passe, du profil chirurgical qui se passe en France. Alors ça, c'est bon, ça a quasiment 10 ans, hein, mais aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité qu'à l'époque. Il y a une prépondérance aujourd'hui des sleeve gastrectomies qui sont réalisées par rapport aux anneaux et au bypass. Vous voyez que sleeve et bypass, ça monte, surtout la sleeve, et les anneaux, ça diminue. Voilà. Diapo suivante. Alors ça, c'est à chaque fois cette diapo, je la colle dans tous mes topos, parce que c'est, on va dire, la seule diapo à retenir dans n'importe quel topo de chirurgie de l'obésité auquel on puisse assister. C'est justement sur l'efficacité de la chirurgie de l'obésité, et c'est là-dessus justement que je lancerai donc le docteur Levé. C'est que pas aux États-Unis, dans les pays scandinaves, notamment en Suède, ils sont archi rigoureux dans le suivi des patients. Dans le suivi des patients via les chirurgiens, mais surtout via les médecins traitants. Et tout est centralisé. C'est-à-dire qu'à un instant T, ils sont exactement capables de dire quelle est la photographie de leur population générale, que ce soit pour des rhumes, des angines, des grippes, des gastro-entérites, le Covid et compagnie. Et en obésité, c'est à peu près pareil. Et c'est justement sur leur expérience qu'ils ont pu nous soumettre ça. Alors, grosso modo, avec la flèche qui est vraiment horizontale, vous avez les années de suivi, et plutôt en vertical, c'est la perte de poids. On va le faire comme ça. Alors, tous les patients partent de 0 en haut et à gauche. Et vous voyez que la ligne bleue, ce sont les patients qui suivent simplement un régime. Donc, au début, ils perdent un tout petit peu. Et puis après, par un phénomène de, je ne vais pas dire d'ennui, mais plutôt de lassitude, les gens reprennent un peu leur poids en reprenant un peu leur, peut-être, on va dire, mais peut-être que je vais choquer les diététiciennes, mais en reprenant un peu leurs mauvaises habitudes alimentaires. Par rapport aux patients, par contre, qui sont opérés, qui ont une technique chirurgicale, qui ont aussi un suivi, on va dire, un peu diététique et physique. Donc là, vous avez les différentes courbes. La orange, ce sont les anneaux. Et grosso modo, pour faire simple, la courbe rouge, ce sont les sleeves et les bypass. Alors, cette courbe elle est intéressante pour 2 raisons. La première, c'est que vous voyez que le poids chute de manière assez drastique. Ça, c'est la première information, en tout cas drastique par rapport à une prise en charge médicale seule. Deuxième information, c'est que si vous regardez bien, au bout de 2 ans, le poids il a un peu tendance à remonter. Et ça, c'est vraiment l'effet de l'absence de suivi
en post-opératoire. Donc, s'il faut retenir de mon côté deux infos, c'est que la chirurgie de l'obésité, ça marche, première information, mais ça ne marche que si et seulement si, en amont, il y a une bonne préparation, notamment sur diététique, et derrière, il y a un bon suivi diététique, psychologique si nécessaire, et surtout une activité physique modérée et adaptée. Voilà. Alors, c'est sûr que, diapo suivante, quand on perd pas mal de poids, il y a des excédents cutanés qui commencent à apparaître, notamment au niveau de la paroi abdominale antérieure, face interne des cuisses, face interne des bras. Il y a différentes techniques qui existent pour pallier. Alors simplement, mais ce sera le docteur Levé qui en parlera mieux que moi, ça ne peut s'envisager que lorsque le poids s'est vraiment stabilisé. Et ça, grosso modo, ce n'est pas avant 18 mois et idéalement, c'est à 2 ans. Alors, il y a des techniques chirurgicales qui existent et j'en profite aussi pour glisser simplement quelques mots. Depuis peu, il y a ce qu'on appelle la cryolipolyse pour les patients qui ne sont pas forcément éligibles à une chirurgie esthétique qui permet effectivement de faire fondre un peu les amas d'adipocytes, c'est-à-dire de graisse sous la peau. Voilà. Et bien sur ce, je laisse la place au docteur Levé pour vraiment rentrer dans le vif du sujet. Une petite manipulation. Bonjour, donc je me présente, docteur Levé, chirurgien plasticien à la clinique du Cambrésis. Donc je viens vous parler ce soir de la chirurgie réparatrice après chirurgie bariatrique. Ça va se mettre en place. Là. Donc là, non, c'est pas le début. Ouais. Donc ouais, c'est bon, merci. Donc la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie merveilleuse qui permet de perdre beaucoup de poids et qui est maintenant la solution pour ces patients qui étaient en échec de régime diététique. Seulement, elle peut avoir des conséquences importantes au niveau du corps, car elle entraîne des amaigrissements massifs, à l'origine d'importants excédents cutanés graisseux chez les patients qui n'ont pas une peau élastique. Car tous les patients qui bénéficient de chirurgie bariatrique n'ont évidemment pas besoin de chirurgie réparatrice. Cette modification corporelle est à l'origine d'une souffrance psychique importante avec une perte de confiance en soi, d'où une indication opératoire de chirurgie réparatrice, mais évidemment, comme vient de le dire le docteur Péquignot, après stabilisation du poids. Donc en général, à partir de 18 mois après la réalisation de la chirurgie bariatrique. Donc après avoir maigri de 40, 50, 60 kilos, les patients se sentent vraiment pas bien dans leur peau avec d'importants excédents cutanés graisseux, tels des charpets. Et c'est le genre de patient que je peux voir en consultation avec, vous voyez, beaucoup de choses, beaucoup de travail à faire, car toutes les zones du corps peuvent être touchées, la poitrine, le ventre, l'intérieur des cuisses, les bras et même le visage au niveau du cou, qui leur donne souvent un air un vieillissement prématuré lié à l'excédent cutané au niveau cervical. Donc, diverses interventions peuvent être proposées. Donc, au niveau de la paroi abdominale, il y a 2 interventions reines, l'abdominoplastie et l'abdominoplastie totale circulaire, appelée également body lift. On peut également proposer des interventions au niveau des membres, c'est-à-dire au niveau des bras et au niveau des cuisses. La région mammaire est souvent également touchée avec une chute du sein, on appelle ça la ptose mammaire. Parfois, le sein est complètement vidé, on est obligé d'y associer une augmentation mammaire. Quand le volume mammaire est encore suffisant ou trop important, on réalise une réduction mammaire. Et pour certaines patientes, alors évidemment, ce n'est pas la majorité, on peut proposer un lifting du cou afin d'obtenir un rajeunissement lié à ce vieillissement prématuré, lié à l'amaigrissement important. Donc, au niveau de la sécurité sociale, ce sont des interventions qui sont soumises à entente préalable, pas toutes d'ailleurs. Donc, actuellement, en période Covid, l'entente préalable est une entente préalable faite sur dossier uniquement. Donc, on envoie à la sécurité sociale un dossier avec des photos et un courrier pour demander l'accord. Donc, l'accord peut être accepté ou refusé. Si l'accord est refusé, les patients ont le droit de réclamer
et de demander finalement une expertise qui va être réalisée par un médecin expert en chirurgie plastique. Et c'est vraiment le médecin expert en chirurgie plastique qui a le dernier mot et qui peut parfois invalider la décision du médecin conseil. Cependant, certaines interventions ne sont jamais prises en charge par la sécurité sociale. Il s'agit du lifting cervico-facial, sans en douter, mais surtout du lifting mammaire. C'est ce qui pose souvent problème aux patientes, car à chaque fois qu'elles ont perdu du poids, en tout cas le plus souvent, les seins tombent. Et cette intervention de remonter la poitrine, donc mammopexie, n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. En tout cas, les autres interventions au niveau de la paroi abdominale, au niveau des cuisses, au niveau des bras, si elles sont refusées par la sécurité sociale, peuvent être réalisées en chirurgie esthétique. Donc, la chirurgie de la paroi abdominale, la première intervention, l'abdominoplastie, est une intervention soumise à entente préalable. Pour pouvoir faire l'entente préalable, il faut qu'il y ait un tablier abdominal qui cache en partie le pubis. Et il y a aussi, normalement, la notion d'amaigrissement important. Donc, cette intervention comprend plusieurs choses. Une remise en tension de la peau de l'abdomen et du pubis, une liposuction de la région épigastrique et des flancs, et une cure de diastasis des muscles grand droit de l'abdomen. Donc, c'est une intervention qui va durer de 2 à 3 heures en fonction de l'importance du tablier. Elle va laisser à la fin une cicatrice qui fait tout le bas du ventre, qui est cachée par le slip, et une cicatrice autour du nombril, puisqu'on ressort le nombril à sa place à la fin de l'intervention. C'est une chirurgie dont les suites sont lourdes, une chirurgie douloureuse dans les suites. Généralement, ça conduit à une hospitalisation de 3 jours. Il y a le port d'une gaine pendant 1 mois et le port de bas de contention pour éviter une phlébite pendant une dizaine de jours. Et ceci associé à des piqûres d'anticoagulants pour éviter une phlébite. Donc, les complications de ce type de chirurgie, vous verrez qu'elles sont toujours à peu près toutes pareilles. La première complication, c'est l'hématome. Donc, l'hématome, c'est un saignement actif qui conduit à la création d'un caillot qui peut parfois justifier d'une réintervention, mais avec le vêtement compressif et les draps en général, on est à peu près à l'abri de ce type de complications. L'infection post-opératoire, qui se traduit par un écoulement par la cicatrice et qui retarde la cicatrisation. On peut également avoir des épanchements, car pour pouvoir retendre la peau du ventre ou d'ailleurs des autres endroits du corps, on est amené à faire des décollements qui sont importants. Et donc, des épanchements peuvent se créer entre la peau et les muscles. Et ces épanchements peuvent parfois justifier d'une ponction dans les consultations post-opératoires. L'autre complication classique, c'est la phlébite. Mais je vous avoue qu'avec les bas de contention et les piqûres d'anticoagulants, c'est une complication que je n'ai pas vue depuis très, très longtemps. Enfin, la nécrose. Donc, la nécrose cutanée. Toutes ces complications nécrose et surtout surinfection sont vraiment exacerbées par l'intoxication tabagique. C'est pourquoi nous demandons à nos patients d'arrêter complètement de fumer au moins 1 mois avant la date opératoire. Et quand je dis arrêter complètement de fumer, c'est aussi pas de vapotage avec de la nicotine. Ils peuvent vapoter mais sans nicotine. Donc l'abdominoplastie, quelques résultats. Donc avant et 3 mois après. Donc, vous voyez ces amaigrissements importants qui entraînent la formation d'un tablier abdominal, mais aussi d'un tablier au-dessus du nombril et qui, dans ce cas un peu extrême, cache complètement le pubis. Donc, c'est évidemment une patiente qui a été prise en charge par la sécurité sociale. Donc, voilà 2 profils, la correction au bout de 3 mois. Idem, donc vous voyez un tablier à plusieurs étages, au-dessus du nombril, en dessous du nombril et le pubis également qui est relâché. Et le résultat, au bout de 3 mois. La même 2 profils. Le body lift, alors ça associe une abdominoplastie, donc ce que je viens de vous montrer, mais en plus, la remise en tension des fesses, la remise en tension des flancs et éventuellement de la culotte de cheval chez la femme. Donc, l'indication, c'est d'avoir, comme pour l'abdominoplastie, un tablier abdominal et un relâchement cutané de la partie postérieure, donc des fesses et des flancs.
Donc, c'est une intervention qui va laisser une cicatrice qui fait tout le tour, donc comme celle de l'abdominoplastie, mais qui va se prolonger sur le côté et derrière, au-dessus des fesses. C'est une chirurgie qui est très lourde, qui peut durer de 4 à 6 heures en fonction de l'importance de la quantité de peau et de graisse qui est à enlever. Et donc, ça associe également une liposuction, une augmentation des fesses. Lorsque les fesses sont très plates après amaigrissement, on récupère la graisse qui est au-dessus des fesses pour la réintégrer dans les fesses. Mais ce n'est pas un transfert de graisse, c'est vraiment un lambeau graisseux que l'on met au niveau des fesses pour les augmenter. Et donc, cette intervention lourde peut être à l'origine de complications. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sont souvent toujours les mêmes: hématomes, infections, épanchements, nécrose, phlébite. Et dans le cas du body lift, on peut avoir des lâchages de suture parce que la tension qu'on met sur les cicatrices est très importante. Et donc, les cicatrices peuvent s'ouvrir particulièrement au-dessus des fesses et sur le côté. Donc, ça peut conduire parfois à une réintervention pour évidemment refermer, ou parfois on referme ça par cicatrisation dirigée. Donc là, vous avez le cas d'un patient qui a maigri une quarantaine de kilos et qui a bénéficié d'un body lift avec le résultat à 3 mois. Donc à 3 mois, les cicatrices sont toujours rouges, plus ou moins rouges en fonction de la manière dont les patients cicatrisent. Et pour l'homme, la cicatrice postérieure est un peu plus haute parce que le but est de corriger les flancs et non pas la culotte de cheval et la chute des fesses comme les femmes, bien que parfois certains hommes ont la chute des fesses et l'amaigrissement fessier comme certaines femmes. Donc là, vous voyez une femme qui a maigri pareil d'une quarantaine de kilos et qui a ce tablier à plusieurs étages, au-dessus du nombril, en dessous et le pubis, une culotte de cheval. Et là, vous avez le résultat à 3 mois, avec la cicatrice qui est placée de telle manière à ce qu'elle soit la plus discrète possible pour qu'elle soit dissimulée dans les sous-vêtements et également dans les maillots de bain, 2 pièces. Donc là, vous voyez le problème de la chute, la ptose fessière, la fesse devient flasque et tombante. Et donc la cicatrice va tourner, remonter la partie latérale, donc la culotte de cheval, et on va augmenter la région fessière en récupérant la graisse qui est située au-dessus, à peu près au niveau de la cicatrice, et en la basculant dans la fesse pour lui redonner du volume. Donc ça, c'est le résultat au bout de 3 mois lorsque la cicatrice est rouge. Et vous voyez que chez la femme, la cicatrice est un peu plus basse, située juste au-dessus du sillon interfessier. Un autre cas de body lift. La cicatrice de bonne qualité. On voit l'amélioration au niveau, pareil, de la région latérale. Là, on voit bien chez cette patiente la ptose de la fesse, c'est-à-dire la chute de la fesse après amaigrissement. Et vous voyez qu'après après body lift, la fesse est plus bombée, plus galbée, avec un aspect esthétique bien amélioré. On va passer maintenant aux membres. Donc, les bras, la lipectomie des bras, après amaigrissement important, il peut y avoir un important excédent cutané au niveau de la face interne des bras. Et parfois, cet excédent cutané peut s'étendre jusqu'à la région latérothoracique haute, c'est-à-dire juste là, sur le côté, à côté du sein. Vous verrez une photo tout à l'heure. Donc, l'indication, c'est ça, c'est l'excédent cutané. On y associe dans cette intervention une liposuction et une remise en tension de la peau de la face interne des bras. Donc, cette cicatrice va commencer donc au niveau du coude, va s'arrêter soit au niveau de la région axillaire et elle peut s'étendre jusqu'à la région, c'est-à-dire la région latérothoracique haute, c'est-à-dire à peu près au niveau du sillon sous-mammaire, donc au niveau de la partie basse du soutien-gorge. C'est une chirurgie qui n'est pas très lourde, pas très douloureuse. Elle nécessite également le port d'un vêtement compressif pendant 1 mois. Et elle peut générer des complications comme toute intervention de chirurgie plastique, mais
Ces complications sont peu fréquentes. L'hématome est vraiment très rare. Le problème essentiellement de cette intervention, c'est la cicatrice qui en résulte, car c'est une cicatrice qui est visible. Donc, il faut qu'elle soit de la meilleure qualité possible. C'est pour ça qu'il faut enlever suffisamment de peau pour avoir un bon résultat, mais pas trop, pour pas avoir une cicatrice qui va s'élargir et donc qui va être très inesthétique. Donc, c'est parfois une chirurgie qui a mauvaise presse à cause de la cicatrice qui en résulte, mais cependant, elle apporte un bénéfice vraiment très important à ces patientes. Donc là, vous avez le relâchement de la face interne du bras avec un excédent graisseux. Donc, on y associe une liposuction et une remise en tension de la peau, avec une cicatrice, comme vous la voyez, qui va du coude jusqu'à la région axillaire. Quand l'amaigrissement est vraiment très important, que les patientes sont vraiment très asséchées, il y a des excédents cutanés qui sont au niveau du bras, mais vous voyez aussi également au niveau de la région latérothoracique, à côté du sein. Et donc, la cicatrice va commencer au niveau du coude et s'arrêter au niveau du sillon sous-mammaire afin de permettre d'améliorer cette région. Donc, on continue par les cuisses. Donc, au niveau des cuisses, l'amaigrissement important va entraîner un excédent cutanéo-graisseux de la face interne des cuisses allant jusqu'au genou, pouvant aller jusqu'au genou et gênant la marche puisque ça frotte et ça entraîne des irritations chroniques. C'est d'ailleurs ce qui, en général, justifie l'acceptation par la sécurité sociale de l'entente préalable. Donc, encore une intervention soumise à entente préalable. Les indications dont je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'excédent cutanéo-graisseux de la face interne de cuisse. Donc, on y associe une liposuction et une remise en tension de la peau avec une cicatrice qui part du pli inguinal, c'est-à-dire là où se situe le slip, et qui va s'étendre. Donc, ça va faire une sorte de L. Elle va s'étendre jusqu'à la face interne de cuisse, pouvant aller parfois jusqu'au genou. C'est une chirurgie qui est assez lourde, qui justifie 24 heures d'hospitalisation, voire plus si la patiente a du mal à marcher, parce qu'en fonction de l'importance de la liposuction, l'œdème post-opératoire va être plus ou moins important et les patients ne peuvent pas forcément bien marcher dès le lendemain. Et parfois, elles sont amenées à rester 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'elles puissent remarcher et repartir chez elles, car cette intervention entraîne des œdèmes importants, notamment au niveau des pieds. Donc, cela peut gêner la marche. Les complications, paradoxalement, sont peu importantes, mais toujours les mêmes: hématomes, infections et aussi problème de cicatrisation, car cette cicatrice donc fait un L avec une cicatrice dans le pli inguinal et qui se prolonge au niveau de la face interne de la cuisse. Et cette cicatrice au niveau de la vulve est vraiment tout près de la vulve et peut entraîner, lorsque la patiente va aux toilettes, des surinfections, donc des retards de cicatrisation. Donc là, vous voyez une patiente après un maigrissement et 3 mois après, avec une cicatrice donc, qui est cachée par le slip au niveau de sa partie supérieure et qui après, au niveau de la vulve, va prendre un tournant et descendre jusqu'à la face interne du genou. On voit bien l'amélioration du diamètre de la cuisse, encore plus importante chez cette patiente-là, chez qui j'ai associé une liposuction des genoux, parce qu'elle avait vraiment des gros dépôts graisseux au niveau des mollets, afin d'améliorer le diamètre de la cuisse et évidemment donner cet écart entre les cuisses que l'on recherche, puisque le but, c'est que les fruits des cuisses ne se touchent plus après l'intervention. En revanche, vous voyez que la partie antérieure des cuisses, avec cet aspect de peau d'orange, n'est pas améliorée par cette intervention. Ça, c'est quelque chose qui éventuellement peut être amélioré par du palpérolé, c'est-à-dire par des séances de drainage lymphatique qui sont effectuées par des kinés. La région mammaire, ensuite, c'est une région qui est touchée de manière très fréquente par l'amaigrissement. Donc, les patientes en surpoids peuvent avoir une plus ou moins forte poitrine. Donc, quand l'amaigrissement est important, le sein va fondre, il va rester l'étui cutané. Et donc, c'est une intervention
qui est une intervention de chirurgie esthétique si, après avoir remis en place la poitrine, je suis amenée à enlever moins de 300 grammes par sein. Donc, l'indication, c'est quand les seins tombent. On peut y associer, quand c'est nécessaire, une augmentation mammaire, parce qu'une fois que le sein a complètement fondu, parfois, il ne reste qu'un étui cutané, on appelle ça des gants de toilette. Et de ce fait-là, on est obligé, en même temps que l'on remonte la poitrine, de mettre en place une prothèse mammaire afin d'en augmenter le volume. Et cette intervention, elle va laisser une cicatrice autour de l'aréole, une cicatrice verticale qui va aller de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire et une cicatrice dans le sillon sous-mammaire réalisant une classique plastie mammaire en T inversée. C'est une chirurgie qui n'est pas très lourde et pas très douloureuse. Ça nécessite 24 heures d'hospitalisation, généralement une semaine de convalescence. Et elle peut être à l'origine de complications. Toujours pareil, hématomes, infections, problèmes de cicatrisation. Et par rapport à la prothèse, si on a dû mettre une prothèse, une complication qu'on appelle une coque, en fait, c'est une mauvaise cicatrisation de la capsule qui se crée autour de la prothèse et qui va durcir l'implant et qui va nécessiter une réintervention. Donc, dans le cas d'une chirurgie esthétique, l'intervention, évidemment, est totalement à la charge du patient. Et malheureusement, dans ces cas-là, même si le patient doit s'arrêter de travailler, je ne peux pas faire d'arrêt de travail. Donc, ces interventions de chirurgie esthétique doivent se faire sur des congés. Donc là, vous voyez le cas d'une patiente qui a maigri d'une quarantaine de kilos et qui se retrouve avec un volume mammaire qui a beaucoup diminué, mais qui est encore présent, et surtout une dose avec des seins qui sont très tombants. Donc là, vous voyez le résultat au bout de 3 mois. Il y a une cicatrice autour de l'aréole, ensuite la cicatrice verticale qui va de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire et une cicatrice horizontale dans le sillon sous-mammaire. Parfois, vous voyez, quand les patients ont beaucoup maigri, il existe une fonte complète de la glande. Donc ça, c'est le gant de toilette typique avec simplement de la peau. Donc, il est nécessaire de mettre en place un implant dans le même temps opératoire et de remonter la poitrine en faisant toujours les mêmes cicatrices autour de l'aréole, verticale allant de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire et horizontale dans le sillon sous-mammaire. Donc, lorsque, après avoir maigri, il reste encore suffisamment de volume mammaire, vous avez la possibilité de réaliser une réduction mammaire avec toujours ces cicatrices qui sont faites autour de l'aréole, une verticale allant de l'aréole jusqu'au sillon sous-mammaire et une horizontale dans le sillon sous-mammaire. Là, c'est la seule intervention où on n'a pas besoin d'entente préalable. Après, la prise en charge, elle est réalisée par le poids qui est enlevé et qui est confirmé par l'analyse qu'on en fait après l'intervention. Donc, si on enlève au moins 300 grammes par sein, l'intervention est prise en charge par la sécurité sociale. Donc, l'indication, c'est la ptose mammaire avec hypertrophie mammaire, donc volume mammaire excédentaire. Donc, c'est une chirurgie qui n'est pas très lourde et pas très douloureuse, qui va conduire à un arrêt de travail de 1 à 2 semaines, parce que souvent, après cette intervention, les patientes sont fatiguées et elle peut être à l'origine de complications, hématome, infection, ça toujours comme d'habitude, et aussi nécrose de l'aréole, particulièrement si le sein est très, très tombant et évidemment si la patiente fume. Donc là, vous avez une patiente 3 mois après l'intervention avec sa réduction mammaire et les cicatrices qui sont encore un peu rouges. Idem de profil. Là, un cas plus important après un maigrissement vraiment très important et ptose très importante. Alors, le résultat n'est pas extraordinaire, mais il y a quand même une nette amélioration par rapport à l'état initial. Donc, pareil, les cicatrices 3 mois après qui sont rouges, elles mettent minimum 1 an à blanchir. La dernière intervention qu'on peut proposer, mais c'est la moins fréquente, c'est le lifting cervico-facial, car les patients sont gênés
par l'excédent cutané et graisseux qui peut persister après amaigrissement au niveau du cou, entraînant un amaigrissement prématuré, un vieillissement prématuré. Donc, c'est une intervention de chirurgie esthétique. Donc, le but de l'intervention, c'est de remettre en tension la peau du bas du visage et du cou. On peut parfois y associer une liposuction du double menton et utiliser cette graisse pour la réinjecter au niveau du visage et ainsi redonner du volume au niveau du visage, particulièrement au niveau des pommettes ou des joues. Donc, c'est une chirurgie qui n'est pas très lourde, qui nécessite 24 heures d'hospitalisation. Comme les autres interventions, on peut avoir des complications, hématomes, infections et nécrose de la peau. Il y a une complication supplémentaire sur le lifting, ça peut être une paralysie faciale. Donc là, vous avez le cas d'une patiente qui a bénéficié d'un lifting pour améliorer son cou. Et la patiente suivante, pareil, vous voyez qu'il y avait un relâchement au niveau du cou assez important, avec de la graisse au niveau de la région surmontale qui a été aspirée. Et vous voyez le résultat au bout de 3 mois. Donc, en conclusion, la chirurgie réparatrice est la suite logique d'une chirurgie bariatrique ayant entraîné un amaigrissement important lorsque, évidemment, la peau n'a pas suivi la perte de la graisse, car heureusement pour les patients, toutes les patientes qui ont de la chirurgie bariatrique n'ont pas besoin de chirurgie réparatrice. En tout cas, elle permet d'améliorer évidemment l'aspect esthétique, mais surtout l'aspect psychologique, puisque les patients retrouvent un corps qui leur plaît, même s'il y a malheureusement des cicatrices qui sont importantes, ça c'est une chose qu'il faut qu'elles acceptent, mais au moins elles retrouvent un bonheur et une joie de vivre. Et c'est l'intérêt que j'ai dans la réalisation de ma spécialité. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à remettre vos micros. On écoute. Je voudrais savoir quand même. Je vais expliquer plein de choses. Vous pouvez la mettre par écrit si c'est compliqué. Oui, parce que là, ça revient. Attendez, c'est parce que j'ai mis mon téléphone. Je voudrais vous... Ça marche pas. Le micro. Alors moi, simplement, je vais simplement profiter de du petit silence là qu'on a pour poser une question. Le pourcentage justement de patients qui sont opérés bariatriques et qui, au final, au bout de 2 ans et demi, accèdent à une chirurgie esthétique, le pourcentage, vous l'avez ou pas? Non, non, j'en ai aucune idée. En fait, c'est plutôt vous qui devez l'avoir, parce que en tout cas, toutes celles que je vois en consultation, ce sont celles évidemment qui ont ces dégradations physiques et qui ont besoin de chirurgie réparatrice, mais toutes celles qui ont maigri et qui n'ont pas de répercussions au niveau de la peau, évidemment, je ne les vois pas. Donc, je ne peux pas avoir de pourcentage à ce niveau-là. Vous en voyez, je pense, parce qu'il y a le suivi post-chirurgie. Ouais, alors nous, simplement, on est biaisé un peu sur une chose, c'est que les patients, bon, après, on reste tous des humains, et donc là-dessus, enfin voilà, je ne jette pas la pierre non plus, personne n'est parfait, mais c'est vrai faut savoir qu'on a à peu près 50% de perte de vue.
Oui. Un patient sur deux, forcément, hein, nous, les patients ils viennent nous voir parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont du diabète, du cholestérol et toutes les maladies qui vont avec. Et à un an et demi de l'intervention, l'obésité n'est plus là, le diabète n'est plus là, le cholestérol non plus. Donc, toutes les maladies qu'ils n'avaient n'existent plus. Donc, les gens qui étaient malades ne le sont plus. Et forcément, quand on est malade, on vient voir un médecin, un chirurgien. Et quand on n'est plus malade et qu'on se considère en bonne santé, on ne vient plus voir le chirurgien, on ne vient plus voir le médecin et on ne vient pas forcément suivre les diététiciennes et les psychologues si nécessaire. Donc, c'est effectivement, c'est là où le bas blesse un peu, c'est qu'on a à peu près un patient sur deux qu'on perd de vue. Potentiellement, par la suite, on les reverra. Ça sera vrai, c'est notre thématique. Mais c'est vrai que là-dessus, non, c'est pour ces raisons-là qu'on n'a pas réellement le chiffre. Après, il faut aussi savoir, moi, comme ça, de but en blanc, je dirais quand même 20-25%, je pense maximum un quart des patients. Il faut savoir aussi que après, ça, c'est un avis qui est très personnel, mais plus les patients sont jeunes, plus le recul de la peau accompagne la perte pondérale. Après, vous pouvez me contredire sans aucun problème et je l'accepterai. Hein, et plus on vieillit et plus forcément la peau, on peut avoir des problèmes. Ça, c'est clair. Plus on vieillit, moins la peau est élastique et plus on est amené à avoir un excédent cutané important et donc relever de la chirurgie plastique. C'est vrai qu'à la limite, plus on fait cette intervention jeune, moins on a de dégâts. On y est confronté. Ouais. En tout cas, évidemment, on ne fait jamais toutes ces interventions en même temps. Donc, c'est vrai que certaines interventions, certains patients ont besoin de réaliser plusieurs interventions. On commence toujours par l'intervention, l'endroit du corps qui les gêne le plus. C'est pas forcément toujours le ventre, hein, ça peut être les cuisses ou les bras. Et ensuite, le patient fait les interventions au fur et à mesure jusqu'au moment où il décide d'arrêter, que le résultat est suffisant, même s'il reste encore des zones à faire, parce que ça conduit quand même à beaucoup de cicatrices. C'est des interventions qui sont quand même relativement lourdes. Elles ne sont pas toujours prises en charge par les sécurités sociales. Donc c'est vrai que parfois, les patients s'arrêtent en cours de parcours et après avoir fait une ou deux interventions et pas forcément les quatre, les deux, les bras et les jambes, comme j'ai pu vous citer tout à l'heure. Alors, il y a la question qui a été posée par écrit, je ne sais pas si vous la voyez, je vais vous la lire. Donc, c'est Florence qui demande, elle aimerait connaître le temps entre le premier rendez-vous, donc j'imagine avec le chirurgien esthétique, et l'intervention, car elle vient d'aller voir un chirurgien à Arras qui ne peut pas l'opérer avant octobre 2022. Cette dame s'est fait opérer d'une sleeve en septembre 2019. Et donc, l'intervention, c'est une brachioplastie. Alors après, les délais dépendent des endroits où exercent les chirurgiens. Donc, quand une patiente vient en consultation, on fait la demande d'entente préalable. Le délai de réponse de la Sécu, c'est environ 3 semaines. Et après, les délais dépendent des chirurgiens et des endroits dans lesquels ils exercent. On est quand même dans une période compliquée en ce moment avec le Covid. Il faut savoir que la chirurgie plastique n'a pas été placée en priorité, ce qui est logique d'ailleurs, et particulièrement au niveau des centres hospitaliers. Donc, dans les centres hospitaliers, celui que je connais le mieux, c'est celui d'Amiens, puisque je viens d'Amiens. Ils ne programment aucune intervention avant 2022, ça c'est clair, puisque les blocs sont limités et réservés aux spécialités les plus urgentes. Après, dans le privé, les délais sont plus ou moins longs, mais en général beaucoup moins longs que le délai que vous venez de me donner. Normalement, les délais habituels, une fois que l'accord a été accepté, ça va aller de 2 à 3 mois, mais en général, pas plus que ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, par écrit ou par oral. Est-ce que Éline ou Sophie, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Oui, ça va, vous m'entendez?
m'entendez correctement? Oui, ça va, parce que j'ai des soucis de réseau. Ça va? Ça coupe un peu. Ouais, ça coupe un peu. Alors, je sais pas si vous allez réussir à m'entendre. Si vraiment c'est insupportable, vous me le dites, hein. J'arrêterai. Alors, effectivement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, hein. Je pense que la chirurgie réparatrice arrive vraiment en fin de parcours d'amaigrissement comme, je vais pas dire un point final à cette histoire d'obésité, mais en tout cas, ça vient boucler un parcours préparatoire, opératoire et post-opératoire qui a souvent été, comment dire, qui a souvent été une très belle aventure pour les patients, avec des bons et des mauvais moments. C'est vrai que souvent, au bout de 2 ans, on entend les patients qui veulent réparer le corps qui a été abîmé par l'obésité. Et c'est vraiment pour eux une étape de réparation à la fois physique, mais aussi psychique. Ça va, je peux continuer à parler, c'est correct? Oui, ça va. Ouais, ça va, ça coupe un peu. Alors après, sur le plan psychologique, bon, c'est que l'obésité, enfin, pour beaucoup de patients, pas pour tous, mais pour beaucoup de patients, il y a des facteurs psychologiques avec des troubles du comportement alimentaire, des alimentaires émotionnels qui malheureusement ne sont pas toujours réglés après la chirurgie bariatrique, qui perdurent, qui sont très souvent l'origine des reprises de poids, hein, dans certains cas. Et je pense que, alors je sais pas si du coup vous refusez parfois certaines opérations réparatrices à certains patients chez qui vous sentiriez une instabilité psychologique, parce qu'il n'y a pas du tout d'accord de psychologue en fait avant ces opérations. Non. Vraiment, d'accord. Non, il y a pas du tout d'accord. De toute façon, en général, quand elles viennent après un maigrissement de 50 kilos, enfin, je dirais, la disgrâce est tellement importante que pour moi, Oui. c'est évident qu'il y a un retentissement psychologique important et que l'intervention ne peut apporter qu'un réel bénéfice. Donc c'est vrai qu'on ne demande pas d'avis psychologique avant l'intervention. Avant l'intervention, il y a une légitimité, bien évidemment, à opérer cette patient, mais ce que moi je constate, c'est que, enfin, après c'est à titre personnel et c'est vrai que je les vois pas forcément dans leur rapport au corps. Moi, je fais un atelier en préopératoire sur l'image du corps. J'ai le sentiment que beaucoup de patients sous-estiment les dégâts cutanés qu'ils pourraient avoir après une perte de poids conséquente. Et que psychologiquement, on les retrouve en grande souffrance justement par rapport à ça. Parce qu'ils n'avaient pas été soit préparés, bon, informés ils sont, mais comme ils sélectionnent quand même les informations qui alimentent leur projet, c'est vrai que tout ce qu'on peut dire de négatif, ils vont pas forcément l'entendre. Et que très souvent, ces dégâts cutanés sont psychologiquement très très durs à vivre dans leur intimité, dans leur rapport à leur corps, surtout pour ceux ou celles qui auraient principalement des attentes esthétiques, parce qu'on en a quand même. On a quand même, c'est pas la majorité des patients, hein, mais on a quand même des patients qui mettent en avant, quand on discute un peu avec elles, des motivations esthétiques, des motivations vestimentaires qui sont tout à fait légitimes dans notre société, mais qui peuvent du coup être source de sources psychologiques par la suite. Donc, je pense que c'est vraiment une étape fondamentale, la reconstruction du patient physiquement et psychologiquement. Mais peut-être en parallèle, pour certains, il faut aussi travailler sur l'estime de soi, parce qu'on a parfois, enfin, je pense que même après certaines chirurgies réparatrices qui vont amener vraiment un mieux-être dans le corps, mais psychologiquement, s'il n'y a pas de travail sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, surtout qu'on fait tous les bénéfices qu'ont apporté cette chirurgie autre que sur le plan esthétique, bah, ça peut encore pêcher. Et moi, j'ai en tête des patientes qui voulaient sans cesse des chirurgies réparatrices, esthétiques, etc. Il y avait une telle difficulté à s'accepter avec ce nouveau corps et un réel problème, un réel déficit d'estime de soi, que tout compte fait, on n'en est jamais terminé. Et justement, il peut arriver qu'elles reprennent du poids par rapport à ça. Parce que même opérées,
même opérées, elles se retrouvent toujours pas et elles se disent finalement j'étais mieux avant et elles se remettent à reprendre du poids. À reprendre du poids. J'ai eu des patientes que Oui, j'ai opérées de bodylift et qui se sont retrouvées avec ensuite une prise de poids de 30 kilos et avec évidemment un bénéfice nul. Hein. Mais est-ce que vous leur montrez justement dans la préparation avant la chirurgie bariatrique des photos de patients qui ont maigri de 50 kilos pour qu'ils aient une idée? Alors votre tour m'intéresse parce que c'est vrai que j'ai un discours très très cohérent et très réaliste. Les photos, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire parce que j'en montre une ou deux avec souvent, je vais dire, un choc visuel pour beaucoup de patientes qui s'attendent pas du tout à ce genre de résultats et qui des fois ont fait même remonter à la suite du parcours qu'elles avaient été choquées par ces photos et qu'il y en avait même qui avaient réfléchi à 2 fois à la chirurgie à cause de ces photos. Donc voilà, c'est vraiment intéressant d'échanger avec vous parce que selon vous, justement, est-ce qu'il faut montrer des photos comme ça ou est-ce qu'à l'inverse, il faut vraiment plus les accompagner sur les suites opératoires par la suite? Je me pose encore la question. Je pense que certains patients qui ont vraiment des bénéfices santé et qui sont vraiment dans des attentes de bénéfices santé. Je crois que c'est ce que disait Dr Péquignot quand on a des gens diabétiques, hypertendus, avec de l'apnée du sommeil et que voilà, elles mettent en avant tout leur bénéfice santé, elles acceptent ces images peut-être un peu plus facilement que d'autres patientes qui auraient peut-être avant tout, ou en tout cas au même plan, une attente esthétique majeure. Oui. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de le montrer pour qu'elles, si ça arrive, elles soient au courant que ça peut arriver. Et peut-être montrer aussi une photo de chirurgie réparatrice, donc le après, justement pour que ce soit positif, en disant, voilà, si jamais vous vous retrouvez dans cet état-là, sachez qu'il existe des interventions que l'on peut vous proposer pour vous améliorer. Pour laisser une porte de sortie, pour que ce soit pas, oui, attention, vous allez vous retrouver comme ça, et puis voilà, on ne pourra rien faire. Mais je pense que ce serait bien qu'ils soient un petit peu au courant. Et aussi, il faudrait leur montrer des photos de patients qui ont maigri de 50 kilos et qui sont impeccables et qui n'ont pas besoin de chirurgie plastique, parce qu'il y a les deux quand même. Donc, mais je pense que ça les aiderait à mûrir leur décision par rapport à se projeter par rapport à l'image du corps par rapport au corps qu'ils pourront peut-être avoir après un maigrissement de 50 kilos. Ouais, mais je pense que suite à votre intervention, là, je vais effectivement vraiment montrer des photos de perte de poids majeure avec, comme vous le disiez, les réparations qui peuvent être proposées, rentrer dans le détail, bien sûr, mais pour leur laisser une ouverture. Voilà, enfin, moi, le sentiment que j'ai, c'est que la plupart des patients sous-estiment. Après, ce serait intéressant d'avoir le retour des patients présents sur la réunion ce soir, mais sous-estiment toute cette phase de changement du corps qui est très rapide. On l'a vu sur les schémas, hein, les pertes de poids sont quand même très rapides, les années sont quand même très rapides aussi. Et j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans une souffrance morale terrible suite à ça. Oui, moi j'en ai quand même pas mal qui me disent si j'avais su, j'aurais jamais fait ça pour me retrouver comme ça. Regardez-moi, je me retrouve pas, je peux pas me regarder, j'ai plus de relation avec mon mari. Enfin, c'est des choses que j'entends tout le temps. Mais après, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont eu le bénéfice au niveau de la morbidité, au niveau de la tension, du diabète, tout ça, une fois que c'est acquis, en fait, ils voient que ce qui reste. Donc, et ce qui reste, c'est ça. C'est cette grâce avec cette surcharge cutanée. Et ils oublient complètement le bénéfice qu'ils ont eu de l'intervention. Parce qu'en fait, au quotidien, c'est pas l'hypertension traitée qu'ils voient, c'est leur image dans la glace. Et c'est vrai que ce sont des patients qui peuvent être en très grande souffrance. Hein. Ça, c'est clair. Alors, la chirurgie les améliore quand même grandement, mais la chirurgie réparatrice, j'entends.
Mais après, ils ont quand même des cicatrices importantes. Hein. Importantes, il faut les accepter. Hein. C'est ça, c'est vraiment sortir de ce côté, enfin, rêver ou idéaliser qu'il ou elle aurait pu avoir, notamment par rapport à des photos où on voit des patients avant, après, en étant habillés. Donc effectivement, les résultats sont très bien, mais dans la réalité, enfin, moi j'insiste toujours un peu là-dessus. Et je pense aussi, en reparlant de tout ça, que ça pourrait être intéressant, si besoin ou si volonté du patient, de pouvoir aussi préparer un peu avec les conjoints, hein, qui vivent aussi cette transformation corporelle et qui des fois en souffrent aussi un petit peu à côté, quoi. Est-ce que vous voyez la question qui a été posée ou pas du tout, docteur Donc, je vais la lire de monsieur ou madame Legrand. Bonsoir, est-ce que le chirurgien peut changer d'avis sur le moment et peut pratiquer le body lift à la place d'une abdominoplastie ou faut-il refaire une demande d'entente préalable? Non, il faut refaire une demande d'entente préalable. Ce n'est pas le même code sécurité sociale et donc il faut refaire une demande d'entente préalable. Donc, il faut demander au chirurgien. D'abord, il faut voir s'il y a une indication à faire un body lift, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de toucher à la partie postérieure. Mais en tout cas, si on doit changer d'avis, ça ne se décide pas sur la table d'opération. Évidemment, il faut avant faire une nouvelle demande d'entente préalable avec le code du body lift et que ce soit accepté par le médecin conseil. En revanche, il y a une chose qui est importante, c'est que des patients qui ont maigri parfois sont opérés d'une abdominoplastie parce qu'elles ne voient que leur ventre et ne pensent pas à ce qui se passe derrière ou alors on ne leur a pas proposé de réaliser un body lift et elles viennent une fois que l'abdominoplastie est réalisée en demande d'une correction de la partie postérieure et si on fait une demande, on ne peut pas faire une demande de la correction de la partie postérieure, elle n'est jamais prise en charge par la Sécu si elle n'est pas faite en même temps que l'abdominoplastie. Et donc, quand ces patientes ont été opérées d'une abdominoplastie, on demande le niveau des fesses, ce sera forcément une intervention de chirurgie esthétique. Ce sera toujours refusé par la Sécu. Moi, je voudrais intervenir, vous poser une question. Si le patient, c'est bon, il a répondu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Super. Je voudrais savoir s'il y a une diététicienne, donc vous êtes du côté de Cambrai-Vous, est-ce qu'il y a un suivi diététique qui est mis en place après ou pendant l'hospitalisation de chirurgie parce que, enfin, j'ai l'impression que ça met un peu, en tout cas dans la tête des patients, que ça peut mettre un terme vraiment à cette histoire d'obésité. Et, voilà, on répare un petit peu les dégâts de l'obésité sur le corps. Mais est-ce qu'on insiste bien sur le fait qu'il faut continuer d'avoir un suivi diététique par la suite, notamment au niveau des cicatrisations, étant donné que c'est des cicatrisations qui sont quand même lourdes et qui durent quand même un peu, qui sont visibles, qui restent visibles un temps. Est-ce qu'on appuie quand même assez sur l'alimentation riche en protéines, par exemple, histoire de les aiguiller sur ce qu'ils doivent manger, privilégier du moins pour une meilleure cicatrisation, par exemple, pour qu'ils puissent continuer même dans la douleur, étant donné que certaines opérations sont douloureuses, comme vous l'avez dit. Qu'ils continuent de bien s'alimenter et pas tomber dans les excès inverses, de ne pas manger, ou au contraire, une fois que tout est terminé, simplement on a réparé tout ce qui pend partout, juste continuer le suivi diététique afin qu'il n'y ait pas de reprise de poids, de retomber dans les mauvaises habitudes alimentaires, tout simplement. Est-ce que ça, vous en parlez ou pas du tout? Ce que je leur dis, c'est que si on en arrive à faire de la chirurgie réparatrice, il faut évidemment pas reprendre de poids, il faut garder le poids qu'elles ont obtenu, sinon ça sert à rien. Ni en plus ni en moins d'ailleurs, faut pas qu'elles perdent plus parce que sinon ça se redétend encore.
Donc, généralement, une fois qu'elles ont été opérées, si elles ont besoin d'un avis diététique, elles vont voir la diététicienne qui l'a suivie avant l'intervention de chirurgie et après l'intervention de chirurgie bariatrique. Mais il n'y a pas une obligation à avoir une consultation avec une diététicienne après, sauf si la patiente elle n'arrive pas à stabiliser son poids. Mais dans ces cas-là, si elle n'arrive pas à le stabiliser, il ne faut pas l'opérer. Ce sont des interventions qui sont faites à un moment où les patientes ont stabilisé leur poids. Après, en ce qui concerne la cicatrisation, honnêtement, ce qui joue le plus, c'est le tabac, ça c'est clair. Et quand je parlais d'intervention douloureuse, c'est douloureux, mais c'est douloureux 3-4 jours. Après, même si elles mangent moins pendant 3-4 jours, après, elles remangent normalement. Une alimentation normale. Moi, j'ai été opérée à Cambrai. On a un suivi diététique au moins pendant 5 ans. D'accord. À l'hôpital de Cambrai. Donc, je continue à aller voir la diététicienne et l'endocrinologue. Et c'est suivi, j'ai mes vitamines et tout. Donc, ça, c'est quand même un parcours qui est suivi. Et ça, c'est très important pour la suite de l'opération. Je pense que c'est le garde-fou. Je sais que je dois y aller tous les 3 mois. S'il y a un écart, ben, je fais attention parce que justement, il y a cette fameuse visite. Donc, ça permet quand même de faire attention. Psychologiquement, c'est quand même une aide, je pense. Ok, non, c'est très bien dans ce sens. Je repensais juste à ce que disait le docteur Péquignot au tout début de la réunion. Effectivement, que, en tout cas, du côté de Vauban, on a du mal à garder les patients en post-opératoire, que certains ne reviennent pas. Et c'est plutôt sur cette de votre côté, du coup, c'est parfait. Mais il faudrait qu'on arrive, en tout cas, si les patients ne reviennent pas parce que encore une fois ils ne sont plus malades, comme le docteur Péquignot l'a dit, il faut quand même que savoir que on peut reprendre du poids. C'est important de continuer de manger et de continuer à avoir un suivi diète, un suivi psy s'il y a besoin, bien entendu, comme Sophie l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, c'était la petite question et je suis rassurée du coup de savoir que de votre côté ça se passe comme ça. Alors simplement, la fuite de patients, c'est pas spécifique à Vauban, c'est spécifique. Oui, non, je reprenais effectivement parce qu'on parle de Vauban, mais bien évidemment que ça se passe. Un patient qui était en obésité n'est plus malade après l'opération, que ce soit à Vauban ou dans tous les autres centres où on pratique la chirurgie bariatrique. Bien entendu, oui, effectivement, c'est pas propre à Vauban, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, mais voilà, c'est comme ça à peu près partout. Il faut que les gens continuent à les voir parce que ça aide. Il y a un moment, il y a un relâchement. On a maigri, c'est très facile. La première année, je trouve que c'est facile, mais c'est après la première année qu'on remange un peu plus et puis on fait un peu moins attention. Donc, il faut quand même avoir ce suivi diététique qui nous permet de faire attention. C'est facile de se faire opérer, mais il faut continuer à avoir ce suivi. Je pense que c'est super important. Ok, merci. D'autres questions, remarques? Pour prendre rendez-vous avec Madame, on fait comment? On vous appelle? Je travaille sur Cambrai, donc. Vous trouverez mes coordonnées. J'ai un site internet où il y a tous les numéros de téléphone. C'est facile. Il y a Doctolib, encore plus facile. Pas de problème. Au plaisir alors. Au plaisir de vous rencontrer. Entendu, merci. En tout cas, c'était très intéressant. Les opérations qui peuvent être faites et les améliorations, ça donne envie. On en discutera en consultation. Merci beaucoup. Bon, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir terminer. Docteur Péquignot ou Docteur Levé, vous voulez ajouter le mot de la fin?
Le mot de la fin, simplement, enfin, après, ça c'est ma vision de la chose, c'est que la chirurgie de l'obésité, c'est sûr que c'est énormément décrié parce que pour le commun des mortels, dans la rue, les gens sont gros parce qu'ils mangent trop et qu'il suffit d'arrêter de manger et ça se passera mieux. Sauf que si c'était aussi simple, on le saurait. La civilisation humaine, ça fait des milliers d'années qu'elle existe et que si on avait trouvé la solution à tous les problèmes, ben, on serait quand même un peu au minimum au courant. Bref, ça pour dire que la chirurgie de l'obésité, c'est vraiment une thématique qui est complexe à se gérer parce qu'il y a beaucoup d'événements qui viennent s'entrecroiser et qui viennent influer et jouer là-dessus. Dans tous les cas, moi, je le dis à tous les patients qui viennent, le plus difficile dans la prise en charge, c'est effectivement la première consultation, alors généralement avec nous, les chirurgiens, mais c'est le fait de passer le pas. Parce que je suis tout à fait au courant et tout à fait sensible au fait que les patients qui sont obèses, bah justement, comme je l'ai dit, il y a un repli social, il y a un repli professionnel et les patients obèses, ils vivent un peu dans leur monde et leur monde, c'est un peu c'est pas le monde du commun des mortels, c'est-à-dire que ils se mettent un peu en retrait de la société, un peu en retrait de leur profession, ils vivent vraiment en retrait et vraiment cachés, ils se cachent réellement. Et le fait justement de faire ce premier pas et de venir, parce que ça doit être quelque chose qui est spontané et qui est très personnel, c'est quelque chose qui est archi difficile. Alors, et c'est ça, je tiens à le dire, c'est qu'une fois que les patients viennent justement toquer à notre porte, on les prend en charge. On les prend en charge et grosso modo, il y a un vrai accompagnement qui se fait. Alors, comme je vous l'ai dit, enfin, je me répète parce que c'est éduquer, c'est répéter. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais gamin. Donc, on vous accompagne sur le plan psychologique, on vous accompagne sur le plan diététique, sur le plan physique et sur le plan chirurgical si effectivement il y a une indication à vous opérer. Et effectivement, au-delà, au terme de toute cette prise en charge, même si au final, il n'y a jamais de terme, parce que l'obésité, c'est une maladie, j'ai envie de dire, à vie. Alors, comme disait madame, effectivement, la première année, il y a l'effet de la chirurgie qui fait que le poids diminue spontanément. Ça, c'est la première phase. Et la deuxième phase, où il faut stabiliser le poids. Et donc, c'est là où la prise en charge diététique, elle joue tout son sens. Et c'est sûr que d'avoir été préparé en amont, ça permet justement d'accompagner cette période avec plus de facilité et plus de résultats. Et quand les résultats sont là, effectivement, il y a des j'ai pas envie de dire le mot séquelles physiques, mais il y a des événements disgracieux, on va dire plutôt physiques, qui peuvent interférer. Il ne faut pas non plus se dire que je me fais opérer d'une chirurgie, derrière, pour parler simplement, j'aurai des bourrelets, je devrais me cacher encore une fois, non plus parce que je suis obèse, mais parce que j'ai des bourrelets de peau à tous les endroits qui font que je ne suis plus désirable, je ne suis plus montrable ou j'ai honte de mon corps. Au contraire, non, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et c'est vraiment en étant accompagné main dans la main qu'on y arrive. Et voilà, quoi. Bon, c'est un peu abrupt ma fin, mais voilà. Bien, je vous propose d'en rester là. Il n'y a plus de questions, plus de commentaires. La soirée en visio sera disponible en replay pour ceux qui souhaiteront la revoir. Voilà. Bon, et bien, très bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.